Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Milkshaker reçoit aujourd'hui Aubrey, maman d'un petit garçon allaité 1 année et consultante en lactation IBCLC. Aubrey, elle va nous raconter son histoire d'allaitement, va nous parler du manque de lait qu'elle a connu pour allaiter son bébé, car elle estime avoir pu lui offrir 10% de ses besoins en lait maternel. Je ne vous parle pas là du bébé qui tète mal, stimule mal le sein et met la lactation en péril. Je vous parle du vrai manque de lait, cette situation où qu'importe la qualité et la quantité de stimulation, la quantité de lait, elle, ne sera pas suffisante. Dans Milkshaker, on tente de bousculer les idées reçues et de faire comprendre que manquer de lait, c'est très rare. Eh bien, voici le témoignage qui apportera de la nuance. En attendant d'en savoir plus, grâce à Aubrey dans un épisode expert la semaine prochaine. Elle va donc nous expliquer comment elle a découvert en tant que maman et avec ses connaissances d'IBCLC qu'elle allait manquer de lait, comment, au fond d'elle, elle l'a toujours su et ce qu'elle a mis en place pour allaiter son bébé malgré toutes ces difficultés. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aubrey, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci. Je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Aubrey, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Oui, bien sûr, moi je m'appelle Aubrey Richardson-Bier. Je suis maman d'un garçon qui vient d'avoir 3 ans, le 1er janvier, que j'ai allaité 12 mois. Je suis américaine d'origine et ça fait un peu plus que 4 ans que je suis en France, mariée avec un Français. Et mon petit, il était né ici en France. Et je suis consultante en lactation IBCLC et infirmière, entre autres. Je suis professeure de yoga et voilà. Ok, tu fais plein de choses. Ouais. Aubrey, on va découper tout ça en 2 parties parce qu'aujourd'hui, on va parler avec toi des vrais manques de lait, des hypoplasies mammaires, etc. Et en fait, c'est ton expérience à titre personnel et tu en as fait aussi un bagage à titre professionnel. Donc, ce que j'aimerais d'abord, c'est que tu nous racontes ton expérience à toi, comment ça s'est passé, le déroulé de ton histoire, pour qu'on comprenne un peu, comment ça fonctionne, cette hypoplasie mammaire, mais voilà, juste d'abord ton expérience à toi. Donc déjà, ce que je voulais te demander, c'est, est-ce que tu as toujours voulu allaiter tes enfants ? Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour toi ou pas du tout ? Oui, pour moi, c'était évident juste parce que ma mère, elle nous a allaités. Donc, j'ai un frère jumeau et elle nous a allaités un an. Et puis, ma sœur, qui a 3 ans de moins que moi, elle a allaité aussi. Ma mère, elle était super pro naissance physiologique avec nous comme jumeaux. Elle avait besoin, c'était l'année 86, de faire une césarienne. Mais elle était déterminée, 3 ans d'après, d'avoir un accouchement physiologique sans péridurale pour ma sœur, qui vraiment, à cette époque, ça se faisait pas trop, surtout aux États-Unis. Et elle est arrivée. Donc nous, on était allaités. J'avais toujours entendu l'allaitement. Et puis, comme parcours professionnel, quand je suis devenue infirmière, j'ai travaillé dans un hôpital avec le statut amie de bébé.
Donc, d'abord, on était tous obligés de faire des certifications d'allaitement. Mais D'accord. dès que j'ai commencé à apprendre de plus en plus, j'étais vraiment fascinée. Donc, j'ai tombé dedans et c'était comme ça que je suis devenue IBCLC au début, grâce à mon expérience en cet hôpital. Alors du coup, pour toi, c'était une évidence que tu allais allaiter tes enfants, tu as baigné là-dedans et il n'y avait pas trop d'autres solutions possibles. Oui, exactement. Sauf que quand j'ai commencé à faire mes études IBCLC, bah, j'ai commencé à voir des photos dans les livres et quand j'ai grandi, je pensais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mes seins. D'accord. Que j'ai jamais eu des seins. Comme adolescente, je me rappelle ma mère quand j'étais petite, elle m'a dit bah tu vas avoir les gros seins comme ta tante, comme voilà. Je pense qu'elle elle a dit ça parce que j'étais j'avais la brioche quoi. Je sais pas, tu maigre comme enfant et je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Et puis j'avais l'impression que j'ai jamais eu les seins, il y avait pas de changement entre vraiment enfant et adolescente. T'étais inquiète à propos de ça ou c'était plutôt quelque chose qui était complexant? Oui, j'étais inquiète, mais je pense que j'avais pas vraiment la relation avec ma mère de dire quelque chose. Personne m'a rien dit. Donc, je sais, aux États-Unis, tous les ans, on va chez le gynécologue, on a une examination de nos seins. Jamais dans ma vie, personne m'a dit quelque chose. Mais j'ai su, quand j'ai regardé, quand on changeait à l'école, quoi, pour faire le sport, j'avais pas les seins comme les autres. Et même quand j'avais les relations plus grandes, plus âgées, j'avais toujours envie de garder mon soutien-gorge, de garder mon chemise parce que j'avais honte en fait de mon corps. Mais je savais pas trop pourquoi parce qu'il y avait personne qui m'a dit quelque chose et j'ai jamais osé non plus demander au médecin. D'accord. Qu'est-ce qui te gênait sur ta poitrine si c'est pas indiscret? Est-ce que c'était une forme, une taille? Les deux. Donc, j'ai les seins très écartés, donc avec un grand espace au milieu, et plutôt très petite par rapport à mon taille. Moi, on est grand dans ma famille. Mon frère jumeau, il fait plus de 2 mètres. Moi, je fais 1,76 m, je pense. Et puis, je suis costaud. Et puis, j'ai des tout petits seins. Donc, et puis, une asymétrie assez important. Et puis, D'accord. les mamelons sont un peu gonflés par rapport, et un peu grands par rapport à le reste de mes seins. Et en bas, il y a pas une partie gras qui fait ce rondeur des seins, entre guillemets, normaux. D'accord, ok. Donc ça, c'est des choses, tu savais pas mettre de mots dessus Non. au démarrage, mais adolescente, déjà, il y avait quelque chose qui t'interpellait Oui, au et je me niveau de ta rappelle comme poitrine. adolescente, je voulais faire une augmentation mammaire. Quand je suis devenue adulte, dans ma tête, je voulais faire une augmentation parce que j'ai su que j'avais les seins pas comme les autres. Ok, donc une fois que bon, tout ça, tu fais tes études d'IBCLC, là tu te dis qu'il va y avoir un problème à un moment, tu perçois ça déjà ou non, J'ai regardé dans les livres, quand j'ai commencé faire mes études, quand j'ai lu les parties pour une hypoplasie mammaire, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, enfin, c'est mes seins, ça, c'est moi. Donc, enfin, j'ai vu des autres femmes qui me ressemblaient. Puis, j'ai lu que oui, il y a un fort risque de ne pas produire assez du lait. Donc, pendant des années, je suis devenue IBCLC en 2016. Mhm. Et puis, j'ai eu mon premier enfant en 2019. Donc là, ça faisait 3 ans que je m'inquiétais, même avant de tomber enceinte, de ne pas produire assez du lait après. Donc, j'ai demandé à plusieurs IBCLC, avant de tomber enceinte, de regarder mes seins. Donc, je commençais à montrer mes seins à tout le monde, partout. Et je me rappelle, il y avait une IBCLC qui m'a dit, j'ai vu son visage d'abord. C'était mon mentor, c'était l'IBCLC en libéral que j'ai suivi pendant ces consultations pour apprendre. J'étais une stagiaire alors. Et j'ai vu sa visage et je me suis dit que c'était pas bon, quoi, que
Elle a Mais rien dit, mais t'as senti sur son oui, expression de puis visage que... ouais. Et puis elle m'a montré une photo de sa sœur. Elle m'a dit, regarde, ma sœur, elle a les seins très écartés, mais elle arrivait à allaiter exclusivement. Je disais, ok, bon. Puis ici en France même, donc avant de tomber enceinte, peut-être j'étais enceinte en fait. Et j'ai montré mes seins à une table de 4 IBCLC pendant un dîner. Et voilà, Sympa vos dîners. les dîners du BCLC, des IBCLC. Ça finit comme ça avec le sang en l'air. Non, mais non, c'est pas fait. Donc j'ai montré mes seins et puis toute m'a dit, oh non, mais c'est bon, ça va aller, c'est si rare une hypoplasie. Voilà. Puis je pense qu'il y avait une troisième fois que j'ai montré mes seins à un autre IBCLC qui avait une hypoplasie. Elle m'a dit, bah c'est possible que toi aussi tu as une hypoplasie, mais c'est pas 100%. Donc pour moi c'était peut-être la plus utile. Ouais, donc t'en étais resté là, tu te disais, bon, il y a apparemment quelque chose qui est quand même pas tout à fait clair avec la poitrine, ça ressemble à ce que j'ai vu dans mes cours, Oui. ça a été plus ou moins confirmé, de façon explicite ou non, mais par 2 personnes. Et donc là, tu pars sur l'idée Demander au qu'il faudra professionnel. se méfier, quoi. Ouais, Exactement. Donc je voulais valider mes craintes et j'ai trouvé pas vraiment aucune validation en fait. ok. À ce moment-là, déjà, tu te renseignes encore un peu plus sur justement sur le côté professionnel pour t'en servir à titre personnel, où tu te dis, bon, bah, je verrai, j'attends d'être enceinte, j'attends d'accoucher et advienne que pourra. Ah oui, non, j'ai tout ce que je pouvais lire, j'ai lu tous les groupes de soutien, j'entrais dedans parce que j'avais la crainte, la peur d'avoir cette hypoplasie. Donc il y a les groupes pour les parents allaitantes qui ont une hypoplasie ou ce qu'on appelle insufficient glandular tissue. Donc c'est l'insuffisance de tissu glandulaire. C'est un peu différent, mais c'est un peu la même chose et je vais expliquer ça un peu plus tard. J'entrais dans les groupes de soutien Facebook et là, j'en ai beaucoup de ressources parce que les professionnels sont vraiment très peu renseignés, très peu formés et souvent ils donnent du conseil qui aide pas, qui est pas du tout utile. Donc, cette groupe de Facebook est vraiment utile. Donc, j'ai commencé par là, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire avant la grossesse? Est-ce qu'il y a les prises du sein que je peux faire? Est-ce qu'il y a des suppléments, les aliments complémentaires que je peux prendre? Et puis, qu'est-ce que je fais pendant la grossesse? Comment est-ce que je peux me préparer, en fait, si je tombe enceinte, si j'ai un bébé, pour m'aider au maximum pour que l'allaitement passe au mieux si j'ai vraiment une hypoplasie, ma mère. Donc, du coup, tu tombes enceinte. Je tombe enceinte facilement. En fait, donc le jour que j'ai acheté un thermomètre pour commencer à prendre mon température pour vraiment essayer de tomber enceinte, j'ai aussi acheté une test de grossesse et j'étais enceinte. Donc j'avais toujours les règles normales et je tombais enceinte facilement. Toujours mes taux dans les sangs de tout étaient normaux. Donc parce que même avant de tomber enceinte, je me disais, est-ce que j'ai peut-être la syndrome des ovaires polykystiques? Donc, je me suis allée chez le médecin pour faire tous les prélèvements du sang pour ça. Mais non, il y avait rien du tout. Donc, je soupçonnais, oui, exactement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis, j'ai tombé enceinte facilement. Pendant la grossesse, j'ai su que vers la fin de la grossesse, que je peux exprimer du colostrum au cas où que j'ai besoin du complément dans les premiers jours. J'ai su que je peux prendre quelques compléments alimentaires. Et ça vraiment, ça dépend à chaque personne. Donc, mais moi, j'ai pris pendant toute la grossesse la luzerne qui peut aider potentiellement à augmenter les tissus mammaires. Et aussi, après, je pense que c'était 36 semaines de grossesse, on peut prendre du moringa et ça s'appelle goat's root, roux de la chèvre ou le Galacta officinalis, pour aider aux mêmes choses, augmenter le volume en fait, t'es enceinte et encore une fois, tu restes persuadée qu'il va y avoir un souci après l'accouchement. Donc déjà, tu mets en œuvre tout ce que tu peux pour préparer le terrain et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Oui, j'ai acheté un tire-lait double pompage qualité hospitalière. Moi, j'avais pas vraiment une grossesse tranquille, tellement j'inquiétais pour l'allaitement, franchement.
Tu étais déjà dans cette projection de l'allaitement, ça va être une galère, donc tu n'arrivais pas à profiter de ta grossesse. Oui, oui. Oui. Et pour moi, comme IBCLC, je me disais comment je vais vivre ça, en fait. Si je suis une IBCLC qui ne peut pas allaiter. Ouais, tu te dis un peu, c'est le comble de l'IBCLC de ne pas pouvoir allaiter, quoi. Oui. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres signes pendant la grossesse qui vont dans le sens de ce que tu penses Tout à fait. Au niveau physique, on dit que les seins, ils se transforment pendant la grossesse. Ouais, normalement, dès 12 à 16 semaines de la grossesse, ou même avant, en fait. Non, mais dès 12 à 16 semaines de la grossesse, on peut avoir le colostrum qui commence. Mais même avant ça, souvent le premier signe de la grossesse, c'est les changements de sein, en fait. Il y a les gens qui voient, j'ai un peu de gros seins, là, peut-être je vais me faire un test de grossesse. Non, ou sensible, ou voilà. Et moi, j'avais pas du tout ça. Donc, souvent, les seins, elles augmentent en volume parce qu'on pousse, on fait pousser la tissu mammaire, les glands, en fait, les tissus glandulaires pour faire sortir le lait. Et les femmes avec une hypoplasie, on a soit pas de changement de sein, soit très, très peu. Et ça, c'est souvent le premier un peu de drapeau rouge, entre guillemets. Voilà, qu'on voit. Et moi, j'avais vraiment pas trop de changement de sein. J'avais un peu de la douleur au mamelon, mais c'était que ça. Peut-être une légère augmentation en volume, mais pas autant que ça. Et puis, à la fin de la grossesse, je voulais vraiment sortir la colostrum et j'ai essayé à plusieurs reprises. J'arrivais pas, en fait, à sortir la colostrum. Oui, donc là, ça continue d'aller dans le sens de ce que tu imagines, Oui. et donc tu mets en place toutes ces choses. Rappelle-nous ce que tu as pris, parce que je n'ai pas bien entendu tout à l'heure. Oui, donc j'ai pris ce sont les compléments alimentaires sans ordonnance qu'on peut prendre pendant la grossesse. Mais en fait, c'est pas pour tout le monde, ça dépend le cas de chacun. Donc il faut vraiment consulter quand même pour faire ça. Ça peut pas être un conseil qu'on donne à tout le monde. Non. Ok, donc on arrive à la fin de cette grossesse. T'arrives pas à exprimer de colostrum, t'as pris tous tes compléments alimentaires, etc. Arrive l'heure de l'accouchement. Comment se passe l'accouchement? Ça va? Pas trop. Donc j'ai prévu un accouchement à domicile. J'ai fait plusieurs jours de travail. Et puis, il y avait la sage-femme, il y avait ma doula. Et puis, je dilatais pas trop. Elle m'a fait une examination et j'ai perdu des os. Et il y avait plein de méconium chez moi. Et puis, les battements de cœur commençaient à pas aller dans le bon sens. Donc, la sage-femme, elle m'a amenée chez l'hôpital, près d'ici, donc à la campagne, voilà. C'était pas un hôpital de ville. Et j'ai une césarienne en urgence. Donc, un peu l'inverse que je souhaitais. Mais j'ai allaité dans la première heure. Il a pris le sein. Il a bien pris, là. En fait, j'ai laissé au sein. J'ai fait que du pot-à-pot avec lui. Il m'a pas fait mal. J'étais contente qu'il a bien pris le sein très, très tôt. Donc voilà, c'était l'accouchement. Oui. Ouais, l'accouchement, donc c'était pas du tout ce que tu avais imaginé. Non. Ça fait un coup dur de plus dans tes projets, en plus, j'imagine. Donc il se met au sein, il t'aide bien. Et alors, et après, donc dans les premiers jours, un des grands facteurs qu'on regarde, c'est est-ce que ce bébé ne perd pas trop de poids et reprend ensuite son poids de naissance. Toi, il te fait pas mal, donc on a déjà ça en moins. Il arrive à s'accrocher. Et alors, au niveau poids, est-ce que ça arrive à suivre? Donc oui, pendant les 2 premiers jours, ça allait. Je l'avais sur moi tout le temps. Il était tout le temps. Et puis après, j'ai exprimé manuellement. J'avais amené aussi mon Spectra, mon tire-lait, à l'hôpital au cas où. Mais j'ai pas entendu beaucoup de déglutition. Mais il avait les couches, les bons, quoi, pipi, caca. Puis vers 72 heures, le 3e jour, il commençait à être vraiment pas du tout rassasié.
pas de déglutition, pas de montée de lait en ce moment-là. Pas de pipi caca, il a perdu plus que 10%. Et je sais qu'en France, pour sortir de l'hôpital, on est obligé de prendre du poids. Pour moi, l'hôpital, c'était l'enfer. C'était une prison et je voulais vraiment sortir. Mais je savais, c'est le 3e jour, il a perdu plus de 10%. J'exprime mon lait, j'essaie de tirer mon lait. Il déglutit pas, donc faut que je donne quelque chose d'autre, en fait. Faut qu'il se nourrit, quoi. Peut-être je vais avoir un montée de lait après, je sais après une césarienne, ça peut prendre jusqu'à 5 jours même d'avoir le montée de lait. Je fais tout ce que je pouvais, donc j'ai demandé du lait artificiel à l'auxiliaire de puéricultrice, bien sûr avec les larmes dans les yeux, les grosses larmes, j'ai beaucoup pleuré. Et puis en plus on est à J3 de postpartum, pas le moment où on est les plus vaillantes non plus. Oui, exactement. Donc, et puis j'avais une grosse baby blues après aussi. Je pense que tout est lié, mais donc j'avais demandé du lait artificiel et puis elle m'a dit où est-ce que vous avez fait votre formation de IBCLC? Parce que les IBCLC en France, elles donnent pas du lait artificiel. Boum, allez, prends-toi ça, sympa. Oui, et déjà, j'avais déjà dit aux sages-femmes et les auxiliaires que je soupçonnais une hypoplasie pour telle et telle raison. Elle m'a demandé, si vous souhaitez, on peut venir regarder la prise du sein et tout ça. Et donc, je les appelais pour venez voir la prise du sein. C'était toujours nickel. Donc voilà, j'ai donné du lait artificiel avec les larmes à chaque fois. Ouais. Et puis j'ai sorti de l'hôpital. Mais je me rappelle, j'avais une grosse baby blues. J'étais obligée. J'arrêtais pas de pleurer en fait. Et même quand je rentrais chez moi, j'arrivais pas à dormir. J'étais tellement fatiguée, mais j'arrivais pas à dormir. Et ça a duré jusqu'au 8e jour après l'accouchement en fait. C'était si intense. Ouais, et je pense que c'était un peu lié à l'échec d'accouchement, l'échec d'allaitement aussi. Ouais, ça faisait beaucoup à encaisser quand on avait décidé d'accoucher par voie basse à la maison, se retrouver à l'hôpital en césarienne d'urgence et avec cet allaitement espéré qui en plus se met pas en place comme on veut, là ça fait quand même un peu... Ouais, et à l'hôpital même, quand je suis allée, en fait je suis allée avant la grossesse, la sage-femme m'a dit que j'étais obligée au cas où pour un transfert de voir l'anesthésiste, ouais. Exactement, l'anesthésiste. Donc je suis allée et j'ai vu une sage-femme, elle m'a dit non, il va pas vous voir. Si vous venez ici et vous avez besoin d'une péridurale, en fait non, il va refuser parce que c'était votre choix de faire un accouchement à domicile. Donc je dis ok, je suis partie. Sympa. Et puis, bien sûr, c'était la même sage-femme la nuit de la césarienne. Et elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, je savais que j'allais vous voir. Je savais que vous allez revenir. Et donc, ça a commencé mal. Et elle m'a dit, je vais appeler l'anesthésiste pour la césarienne. Et s'il est gentil, il va vous faire une péridurale avant, sinon ça sera sous anesthésie générale. En toute bienveillance en plus, ok, oui. Super. Ouais. Ouais, donc tout ça, ça te mène à être évidemment dans un état psychologique qui est fragile après l'accouchement, sachant qu'on l'est de toute façon au moins à minima quand on vient d'accoucher. Et tu rentres à la maison. Tu continues de donner ces compléments de lait. Je rentre à la maison, je continue de donner le sein tout le temps. Et j'ai commencé à mettre une place, un dispositif d'allaitement. C'est pour donner le lait artificiel en complément. Et je commençais à faire les tétés pesées parce que j'ai une balance qui est sensible à 1 gramme, donc qui coûte très cher. On utilise ça aux États-Unis comme IBCLC. Donc, chaque fois, il prenait entre 5 et 10 millilitres de mes seins. Donc, j'avais une montée de lait. Après ça, c'était pas vraiment une montée de lait. C'était genre une toute petite partie de mes seins. J'en ai une ligne en haut qui était un peu dure. Et c'est tout. Il y avait rien dans tout le reste de mes seins. Rien du tout.
Donc, en ce moment-là, je commençais à faire ce qu'on appelle le triple feeding. Ça veut dire qu'on donne le sein, on donne un complément et on tire notre lait. Et puis, on nettoie tout et on recommence. Ah ouais, donc là, c'est parti pour le plan d'attaque Ouais, pour allaiter, quoi. ouais. Triple Donc, alimentation. exactement. Donc, je commençais à faire ça. J'ai donné le complément avec, ça s'appelle, oui, le DAL. J'avais 2 dalles, j'avais le dalle le dalle de Medela et l'autre ça s'appelle Lactate, mais de toute façon, oui, il va un petit sachet avec un petit tube qui va dans le sein de bébé. Donc ça veut dire que ça peut aider à stimuler parce qu'on est au maximum au sein en fait. Puis oui, chaque fois quand j'ai vu, ah oui, en fait ça m'a confirmé parce que chaque tété pesé de prendre 5 et 10 millilitres, c'est pas normal après une semaine, après 2 semaines, voilà. Donc, on doit être plutôt vers 30, la fin de première semaine, un peu plus vers 60, vers le troisième, et vers un mois à 90, 120. Et j'ai jamais réussi même en tirage, tirer plus que 10 millilitres. J'ai tiré aussi après chaque tété, et la plupart, j'ai rien eu, les gouttes. Ouais. Et c'était une bonne tire-lait avec les tétrelles qui m'allaient. Donc, j'avais la chance de savoir toutes ces infos. Et j'ai continué de prendre des compléments alimentaires aussi. J'avais une sage-femme qui m'a fait le suivi. Et je me rappelle, dans les premières semaines, elle m'a dit, tu vas continuer d'allaiter, même avec ton hypoplasie, tu vas pas arrêter. Je pense pour elle, il n'y avait pas de sens. Hein, si c'était pas exclusif, pourquoi le faire? Ouais. Oui, voilà. Donc ça, c'était quand je suis rentrée à la maison. Comment tu le vis à ce moment-là? Donc ça te confirme tes doutes. Tu te dis là, ça y est, officiellement, je suis dans cette catégorie d'hypoplasie mammaire et je n'aurai pas assez de lait pour nourrir mon bébé exclusivement. En effet, est-ce que sur le moment ça te décourage? Est-ce que ça te donne envie de stimuler encore plus pour essayer d'avoir le maximum? Dans quel état d'esprit t'es? Même si j'ai soupçonné avant l'accouchement et avant la grossesse, même quand ça vous arrive, ça ne rend pas forcément plus facile. Sauf que j'avais déjà les outils pour m'aider au maximum. Je sais pas. Et donc oui, bien sûr, ça m'a beaucoup déprimée. J'étais très triste, je me sentais très seule et beaucoup de choses. En colère, chaque fois quand j'étais les groupes Facebook, les mamans qui voulaient arrêter leur lait et tout ça, qui avaient trop de lait, ou que j'avais envie en fait d'être ces mamans qui allaitent si facilement. Donc juste de sortir nourrir votre bébé à l'extérieur sans préparer un lait artificiel avec une dalle et prendre tout ça avec soi et puis rentrer pour le nettoyer. Oui, parce que là, c'est l'allaitement, mais version difficulté max, quoi. Enfin, là, oui, on peut pas faire plus, en fait. On fait le maximum, mais c'est épuisant. Surtout quand on est tout seul, on n'a pas de soutien autour de soi, en fait. Je suis isolée à la campagne, hein, pas de famille, pas d'amis. En première sortie de la maison, c'était à 6 semaines après. Donc, j'ai pris la voiture toute seule pour aller à une réunion de la Lecce League. J'avais beaucoup d'angoisse en fait pour y aller. Je me disais je peux pas que donner le sein et c'est la fin bien sûr et c'est réveillé faim pendant la réunion. Donc j'ai sorti le sein, j'ai sorti mon dalle, j'ai tout préparé, et puis j'avais tous les mamans autour de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Je me sentais un peu comme un animal dans un zoo en fait. Et il y avait une maman qui m'a dit vous pouvez pas juste lui mettre au sein tout le temps sans cesse. Et je dis non, en fait, ça va. Ça ne suffit J'ai pas. déjà essayé, donc oui, exactement. Ça rentre dans est-ce que vous avez essayé? Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as essayé ça? T'avais l'impression qu'on te croyait pas finalement, que Oui. C'était pas légitime ton truc? Oui, que c'était pas légitime et que j'étais pas ni dans le groupe de mamans allaitantes, ni dans le groupe de mamans au biberon de lait artificiel. Que je rentrais dans aucun cas en fait. Donc là, ça fait 6 semaines que tu es en triple feeding, là. Oui. Je sais pas le feeding. Oui. J'ai un triple feeding à ce moment-là. Et puis j'ai soupçonné un frein. Je disais, il a un frein, je vais lui faire couper ses freins pour me donner tous les chances, en fait. Est-ce que si je coupe le frein,
je vais peut-être avoir un peu plus de lait parce qu'il va avoir plus de mobilité avec sa langue pour mieux stimuler. Il avait peut-être même pas un frein qui gênait, mais je voulais me donner toutes les chances en fait. Donc Ouais, je j'ai monté comprends. à Paris. C'était aussi vers 6 semaines avec mon mari pour faire couper son frein parce qu'à l'époque on faisait ça et ça n'a pas vraiment augmenté le lait. Ça a rien fait pour moi en fait. Ouais. Non, mais on Donc avait un mais je bébé voulais, qui t'était pas si ouais, mal que ça, simplement en face, la production ne le suivait ouais, pas. ouais. Tu parlais de ton mari justement, parce que tu me disais que malheureusement, tu n'avais pas d'entourage avec toi, ta famille est aux États-Unis, si j'ai bien compris, et puis tu m'as dit que tu étais arrivée quand en France? Pas Il si y a longtemps. 4 ans, mais Ouais. on arrivait à déménager à la campagne quand j'étais enceinte en fait. Ouais, Donc donc on tu était arrives à... dans un environnement où t'es pas du tout entouré. T'as pas ce soutien en postpartum, sans même parler d'allaitement dont on peut avoir besoin. Donc t'es seule dans ton postpartum, seule dans ton allaitement et en plus Ouais. seule avec ton hypoplasie et ce manque, ce vrai manque de lait que toi tu avais. Comment ton mari il vit ça, lui? Comment il arrive à te soutenir? Il se rend compte à quel point c'est important pour toi? Est-ce qu'il se dit que tu t'imposes quelque chose de trop compliqué et lui aussi il va dans le sens de mais enfin, pourquoi tu continues? Comment lui il vit ça? Bah, il n'était pas contre du tout. Je sais qu'il y a des fois il y a quelques maris qui peuvent dire bah vous pouvez juste arrêter. Ouais. Il m'a soutenu. Il est allé à Paris avec moi, mais je vais pas cacher le fait que le postpartum pour nous c'était très très difficile. On n'était pas du tout sur la même équipe. On était vraiment dans le manque de sommeil avec un bébé avec beaucoup beaucoup de ce qu'on peut-être appelle le colique, mais qui pleurait tout le temps, qui ne pouvait jamais être posé. Pas du tout confortable. Donc, ça rentrait dans pourquoi je voulais faire couper le frein aussi pour le reflux, il faisait une Hmm. osophagie, était sous médicaments. Euh, et puis, on dormait pas, il a repris le travail, et puis, on n'arrivait pas vraiment à parler tranquillement tous les deux. Donc, ça a augmenté un petit peu le fait d'être isolé. Ouais. Mais après le fait, après qu'il ait ses sévères et tout ça, il y a un an plus tard, je me rappelle que mon mari m'a dit, pour moi, c'était un bébé allaité, c'est un bébé allaité. Et dans ma tête, il avait 90% de son nourriture à l'alimentation, c'était du lait artificiel, mais dans la tête de mon mari, c'était un bébé allaité et ça m'a beaucoup touchée en fait. Parce que quand on est dedans, on a l'impression de faire un échec. Ouais, toi t'avais l'impression qu'en fait ton bébé il était pas allaité et ça t'a mis du baume au cœur que ton mari dise ça. Ça Oui, t'a permis de te dire à toi aussi qu'il était allaité, cet enfant? oui, mais c'est toujours compliqué. Si quelqu'un me demande est-ce que j'ai allaité, je me demande est-ce que je rentre dans les détails ou je dis juste simplement oui ou T'arrives qu'est-ce pas que à je dire oui? dis. Je dis oui pour les gens que je connais pas bien, je pense. Je Oui, dis oui. parce que t'as pas envie Oui, de raconter toute l'histoire, quoi. ouais, Ok. ils vont pas comprendre. Et puis oui, je me rappelle que cette animatrice à la J-League, elle, j'avais demandé si elle rencontrait les femmes avec avec une surplus du lait, de me contacter pour faire du partage de lait informel. Comme ça, je Mm. pouvais peut-être, moi, dans ma tête, je voulais donner beaucoup moins de lait artificiel et plus de lait humain, quoi. Et je me rappelle une fois, elle m'a mis en contact avec une maman qui avait plus de lait, donc son congélateur et tout ça. Et puis, en fait, à la fin, elle a lu trop de commentaires négatifs sur Facebook et elle avait peur. Donc, elle a un peu laissé tomber le truc. Ah, Et j'étais déçue. Mais ça, et puis, ouais. Une fois, j'avais une amie qui a tiré du lait pour moi une fois. Donc, ça, c'était très gentil. ouais, toi, ton objectif, c'était vraiment que ton bébé obtienne le maximum de lait maternel. Donc, Oui, oui, t'étais aussi prête à, voilà, à faire ces dons de lait entre personnes. Donc là, c'est des trucs qui se font vraiment en off, hein. On parle pas du don de lait qu'on fait au lactarium, etc., qui est vraiment ultra réservé aux prématurés. C'est des oui. arrangements entre mamans, finalement. Oui, exactement. Parce que aux États-Unis, on peut acheter du lait au lactarium, en fait, comme parent. Si on souhaite, c'est cher. C'est genre $30, là. 30 millilitres, quelque chose comme ça. Ouais. Mais il y a les familles qui font, mais le partage du lait informel, ça se fait beaucoup plus. Ouais. Oui, en France, on n'est pas encore très à l'aise avec ça. Non, Ouais. pas à mon expérience. Je sais qu'il y a des parents qui font et c'est génial, mais moi, j'ai pas trouvé ça.
Si ça vous intéresse, il y a un épisode de Milkshaker comme ça où deux copines, l'une qui manquait de lait, l'autre qui en avait trop, et elles se sont la première à donner du lait comme ça pour la fille de son amie. Elles sont nées en même temps les deux petites, et voilà, il y a un épisode comme ça. Je vous remettrai le numéro en story. Ah, c'est génial. Ok, donc du coup, là, à 6 semaines, donc cette réunion Leche League, etc., voilà, tu te sens appartenir à aucun crew finalement. Tu te dis que t'allaites sans allaiter, t'es entre deux eaux, quoi. Ça doit pas aider pour ton moral. De 6 semaines jusqu'à 1 an, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu continues cette triple nourriture pendant 1 an? Comment ça évolue cet allaitement? Moi, j'ai testé plusieurs choses, mais à un moment, je passe au biberon, like a slow flow, donc de donner un biberon avec un débit très lent, dans un rythme de bébé, et au sein. Donc, j'ai arrêté le dalle. Je sais qu'il y a des femmes qui adorent, mais moi, je sais pas trop, enfin, c'est difficile à nettoyer pour moi, et d'autres, ils ont. Donc, j'ai arrêté le dalle et j'ai fait biberon sein. Chaque tété, il avait. En fait, ce que j'ai commencé à faire, c'était de finir au sein, en fait. Comme ça, j'avais ce lien avec mon bébé, que le bébé rassasié avec mon sein, en fait. Les bébés qui dorment dans mes bras. C'était pas donner le sein à chaque fois et puis c'était pas assez et puis il faut finir au biberon. C'est ça le truc qui lui rend contente. Et j'ai arrêté de tirer mon lait parce que je me disais, en fait, je passe aucun temps avec mon bébé, en fait. Et ça, c'était peut-être, je vais peut-être pas avoir un deuxième enfant. Moi, j'imaginais avoir un deuxième enfant très tôt, genre 1 an après. Et là, il a 3 ans et franchement, c'était juste cette histoire trop compliquée pour moi. Je n'envisage pas refaire, en fait. Mais donc, je vais peut-être vivre cette postpartum une seule fois dans ma vie et j'ai pas pu profiter, en fait, tellement j'étais concentrée sur l'allaitement. Mais voilà, donc j'ai arrêté de tirer mon lait parce que pour moi, ça valait pas le coup pour 2 millilitres de tirer 6 à 8 fois ou plus par jour. En plus, tout le temps qu'on a perdu, avec un bébé qui pleurait tout le temps, qui ne pouvait pas te reposer, c'était pas possible. Et puis, oui, je comptais donner les biberons et finir au sein, ou des fois l'inverse. Et je me rappelle une fois, dans une intervention que j'ai vue comme IBCLC, quelqu'un a parlé de hypoplasie qui disait, pour ces mamans, donner le sein, c'est un peu comme le goûter ou le casse-croûte et le dessert. Dessert ou dessert? Dessert. J'arrive jamais à parler dessert. Et donc, je focalisais en ça, en fait. Tout le monde adore le goûter et le dessert. Donc, que c'était plutôt ça, en fait. Que je donnais quand même il avait toujours mes anticorps. Il avait ce lien avec moi. C'était bien sûr toujours une baguette magique pour lui endormir. Donc, j'ai commencé à faire comme ça. Et puis, vers 1 an, il voulait plus trop, en fait, prendre le sein. Et j'ai essayé pendant 1 mois, et puis il voulait pas trop. Et en ce moment-là, on a arrêté. Donc, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à 1 an. Et puis, même à 1 an, quand j'ai sévré, j'ai eu les critiques des gens sur l'Internet que j'ai fait un sévrage induit et que normalement les bébés se sèvrent pas avant 2 ans. Oui, mais ça, c'est sur une lactation normale. Oui, mais toi, tu n'étais pas dans le cadre d'une lactation normale. Non. Donc, ton bébé, voilà. il a été induit, mais pas par tes envies à toi, par le fait que ton corps ne pouvait pas produire. Oui. Et donc, j'étais même pas tranquille dans mon sévrage. Dis donc, jusqu'au bout. Exactement. Donc, oui, je pense que les gens pouvaient me dire, si vous avez utilisé le dalle tout le temps, peut-être ton enfant, il t'aidera toujours, ou je sais pas. Mais c'est un peu trop tard, c'est la décision que j'ai prise. C'est ça qui a fonctionné pour nous. C'est une décision que tu as prise aussi parce que moi, je te rejoins complètement là-dessus, si je peux donner mon avis, mais il y a un moment où ce qui est important, c'est toi, c'est ton bébé. Et en effet, si tu tires 8 fois par jour pour obtenir 10 millilitres, tu as le droit, tout à fait en conscience, de faire le choix que tu préfères passer ce temps-là à profiter de ton enfant et à vivre ce postpartum, parce que la santé psychologique, c'est très important. Et voilà. Peut-être même plus important que ce qu'on mange. Exactement. Donc voilà, en tout cas, tu as fait tes choix et tu les as fait en conscience. Tu as été plus qu'informé. C'est quand même
le comble de se faire dire à la fin que t'aurais pu faire autrement. On peut toujours faire autrement, mais voilà, toi t'as fait avec tes armes du moment. Mais finalement, le problème dans ton histoire, c'est que t'as eu l'impression que ça c'était pas accepté autour, que ce soit par les professionnels ou par les gens que tu croisais, t'avais l'impression que c'était pas valide, c'est ça? Oui, oui. Et puis, j'ai rencontré personne avec une hypoplasie en ce moment-là. Euh, en fait, l'animatrice de la J-League, elle m'a mis en contact avec une autre animatrice de la J-League avec une hypoplasie. Elle m'a dit, c'était dans les premières semaines, elle m'a dit la seule façon que tu vas allaiter plus que quelques semaines, ça sera avec une dalle. Et c'était pas du tout notre cas. On a réussi avec un biberon jusqu'à 12 mois, donc je sais que toutes les familles sont différentes. Et voilà, mais je sais qu'elle voulait m'aider. Mais non, j'avais pas les gens dans mon entourage qui comprenaient, qui m'a soutenu, mais je pense que je m'isolais aussi encore de plus en plus. Je pense que j'ai fait dépression postpartum et j'étais un peu toute seule dans mon petit bulle à la campagne. Ouais, à tourner autour de cet allaitement qui fonctionnait pas comme tu l'avais imaginé. Ouais. Mais t'auras quand même allaité 1 an. Tu te rends compte de la perf avec la base qui était la tienne, à savoir un sein qui pouvait pas produire assez, t'auras allaité 1 an ton loulou, quoi. C'est génial. Merci. Franchement, chapeau. Moi, je trouve que faut quand même une sacrée dose de motivation pour allaiter 1 an en donnant des biberons en même temps, etc. Voilà. Mais tu l'as dit assez justement, c'est qu'il y a autre chose qui se joue dans l'allaitement que la nourriture, et tu as pu apporter cette partie-là à ton bébé. Oui, merci Charlotte. Alors, cette expérience d'allaitement, Aubrey, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact dans ta vie pro? Bon, alors là, on s'en doute, et puis on verra après avec la partie professionnelle. Et au niveau perso, est-ce que ça t'a apporté des choses malgré la tourmente sur le moment? Ça m'a beaucoup aidé à aider des autres mamans qui souffrent d'une hypoplasie ou une manque de lait, en fait, d'avoir beaucoup d'empathie, de donner des moyens, de se préparer et de vraiment informer des autres professionnels de santé, parce que c'est ça qui manque le plus. C'est les mamans qui cherchent les réponses. Souvent, il y a des mamans qui voient jusqu'à 10 professionnels de santé avant de trouver une réponse à pourquoi elles n'ont pas assez de lait. Donc, c'est ce que j'ai fait après. C'était vraiment creuser dedans. Je fais un sondage des mamans partout dans le monde. J'ai intervenu dans le sujet pendant une conférence à la J-League. Et je fais des consultations autour de ça pour des mamans un peu partout dans le monde. Voilà. Ouais, ça t'a spécialisé dans ce domaine-là. Les recherches que tu as fait pour toi, elles servent maintenant à d'autres. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des mamans qui voudraient allaiter? De façon générale, ce serait quoi ton meilleur conseil? Pour les mamans avec une hypoplasie qui veulent allaiter, ou juste pour les mamans en général? Toutes les mamans. En général. Pas ton conseil de pro, hein, ton conseil de maman. Ouais, mon conseil de maman, c'est de s'écouter. C'est seulement nous qui sommes les experts dans nos bébés. On connaît mieux nos bébés que tous les pros autour de nous. Donc vraiment de s'écouter et puis aussi de s'informer. Malheureusement, c'est à nous de creuser, de faire le travail. Personne ne va faire le travail pour nous. Donc si c'est notre souhait d'avoir un certain type d'accouchement ou allaitement, c'est à nous aussi de s'informer en quels moyens nous convient à notre famille le mieux, et dès qu'on a fait cette décision, de ne pas avoir peur des jugements autour de nous. Ouais. Ok. Aubrey, avant qu'on termine cet épisode témoignage, je voudrais te faire passer à l'interview Fast Milk. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Tu vas savoir. C'est une interview où il faut que tu répondes un peu du tac au tac à 4 questions. Ok. Aubrey, quelle est ta tétée la plus insolite? J'ai fait une tétée dans le métro à New York City. Cool. Quel est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement? Quelque chose de glamour, tu vois. Ça peut être glamour ou ça peut être ironique, ça peut être un peu une blague.
C'est une question. Bah, repose la question, si tu peux. Quel est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement? Mon allaitement. Le plus glamour. Bah, je pense que c'était faire un tété dans un parc à Paris pendant l'hiver, en train de marcher, parce qu'en fait, il avait fait une couche explosive et j'avais pas pris un deuxième pantalon, donc j'étais nue dans mes bras l'hiver sous une manteau. Donc pas très glamour en fait, avec le caca un peu partout. C'est glamour, pas glamour en fonction de, voilà, de si on voit le caca partout ou ça, pas. c'est pas très glamour. Quelle est ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? Moi, j'adorais faire les tétés allongés sur le côté, en fait, où moi je pouvais reposer. Lui aussi, il était à côté de moi et on pouvait faire un petit câlin, doudou, sieste, tous les deux. Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, quel mot tu choisirais? Je choisirais je cherche en fait un mot en français. Dis-le en anglais, sinon on essaiera de le traduire. Warrior, guerrière en fait, ouais. C'est ce que je cherchais. Guerrière. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Warrior, ça marche aussi, si tout le monde comprendra. Warrior, ouais. Ok, super. Merci Aubrey d'avoir raconté ton histoire. Merci à toi. C'est vrai qu'on n'en entend pas tant que ça, mais que souvent ça doit être un petit peu passé sous silence finalement, vu ton expérience à toi. Et je pense que j'en ai croisé, moi, des mamans comme ça sur ma route. Et c'est vrai que, alors, dans ces cas-là, je pense que le mot avait été posé, mais je ne sais pas si elles avaient vraiment pris l'ampleur du truc derrière. Et voilà, je pense comme toi que c'est important d'informer sur ce sujet-là. On va voir après dans l'épisode pro à quel point c'est finalement un peu plus fréquent que ce qu'on imagine. Aujourd'hui, voilà, on essaie déjà de faire connaître l'allaitement comme quelque chose qui est possible. En fait, on essaie de contrer les idées reçues, de dire que les mamans n'ont pas assez de lait, etc. Mais voilà, là, ça va être intéressant aussi de voir ce petit pourcentage qui reste, en fait, de comment il est et comment on peut accompagner ces mamans-là aussi, parce que leur dire que c'est très rare ne suffit pas, en fait. Oui, et en plus, les gens disent aussi, le seul moyen que les femmes allaitantes, la seule raison que les femmes ne peuvent pas allaiter, c'est une hypoplasie. Mais en fait, on peut allaiter. On peut juste pas allaiter exclusivement. Donc déjà, il y a ça. Déjà, ça peut changer. Et oui, ça serait très intéressant d'aborder. C'est pour ça que j'avais fait ce sondage, pour avoir beaucoup de voix derrière moi, beaucoup d'expérience, pour dire qu'en fait, je n'étais pas la seule. Et on est beaucoup plus nombreux que les gens pensent. Et notre expérience est valide. C'est ça un des thèmes, c'est la validité, le deuil de l'allaitement qu'on souhaitait faire. Et puis, oui, le sens qu'on est un peu seul, qu'on ne rentre pas dans aucun cas, en fait. Voilà. Okay. Bon, on en reparle plus en détail dans l'épisode expert. On se laisse sur ça aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine. Cool, nickel, parfait. Merci beaucoup, Charlotte. De rien. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux @milkshakerpodcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.